Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment apprendre à s'organiser, parce que je pense que c'est vraiment un enjeu dans le militantisme. On a forcément des ressources qui sont limitées, temporelles, émotionnelles, de charge mentale, etc. Et on a envie de l'utiliser le plus efficacement possible. En l'occurrence, il y a France Bénévolat qui a fait un rapport en 2019 qui montre que la première cause d'arrêt du bénévolat en France, c'est le manque de temps. Alors moi, je pense qu'on manque pas forcément tous de temps, on manque de bien organiser son temps. La plupart du temps, on perd du temps à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou parce qu'on on va mal les emplacer dans son agenda, mais on pourrait faire plus de temps, plus de choses ou mieux les faire dans un temps plus réduit. Donc c'est pour ça que je vous propose cet atelier aujourd'hui. Moi, j'ai pas de diplôme particulier en organisation ou quoi que ce soit. C'est plus quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis des années. Et du coup, je vais essayer de vous partager ce qui m'a semblé le plus essentiel pour apprendre à s'organiser efficacement. Du coup, ma problématique, ça va se centrer autour de comment s'organiser afin d'être plus efficace, moins stressé et dégager plus de temps. Donc, les petites émoticônes sur le côté, c'est pour dire quand c'est une proposition qui génère moins de stress, il y a un petit canapé. Quand c'est une proposition qui génère plus de temps libre, il y a une petite tasse. Et plus d'efficacité, c'est un éclair. Voilà. Dans organiser, j'entends structurer, arranger, aménager son temps, son espace afin d'assurer le bon fonctionnement. Un bon fonctionnement. Et efficace, c'est la capacité à produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts et de moyens. Donc ça va se dérouler en 3 grandes parties. Une première partie, c'est mesurer son temps. Une deuxième, aller à l'essentiel pour économiser son énergie. Et enfin, préparer et planifier ses tâches. Donc, dans un premier temps, je pense que pour apprendre à s'organiser, ce qui est intéressant, c'est d'abord de savoir d'où l'on part pour mieux avoir conscience du temps que l'on a. Donc voilà, c'est savoir quelle est notre marge de manœuvre, combien de temps on passe sur chaque élément, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? On peut mesurer ses routines, quand est-ce qu'on a l'habitude de se lever, de se coucher, son rythme de vie, ses heures de travail, ses moments d'efficacité, si on est plus efficace le matin en se levant, le soir avant de se coucher, après le repas, ou si au contraire après le repas, on est un peu somnolent. Enfin, ça va permettre de bien se connaître pour aménager son temps ensuite efficacement. Dans activité énergivore et chronophage, j'imagine plutôt les choses où, je sais pas, vous rentrez du travail, vous avez tendance à traîner sur les réseaux sociaux, mais c'est pas une activité qui vous procure particulièrement du plaisir, c'est juste un moment de relâchement. Mais c'est peut-être qu'à la fin de votre travail, quand vous rentrez, vous avez un creux d'énergie, un creux de volonté. Et donc, comment est-ce qu'on peut mesurer ces différents éléments ? On peut utiliser le chronomètre. Moi, c'est l'outil que j'utilise rien que pour mesurer mon temps de travail. Je lance le chronomètre quand je commence et j'arrête quand je termine. Il y a aussi des applications qui permettent de le faire, comme Save My Time. Je l'ai utilisé un long moment pour me rendre compte de combien de temps je passais à chaque activité. Et donc, c'est une application sur téléphone qui, dès qu'on l'allume, il nous demande qu'est-ce qu'on a fait lors des dernières minutes qui sont écoulées. Et donc, vous pouvez répartir les activités que vous avez faites avec des objectifs. Par exemple, je sais pas, je veux dormir 8 heures par nuit, travailler 7 heures par jour, enfin bon. Et du coup, on a la petite jauge qui se monte au fur et à mesure de la journée. Et donc là, ça permet vraiment de prendre conscience de ce que l'on fait. Et le but, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, parce que si on commence à tricher, c'est pas comme ça qu'on va réellement apprendre à se comprendre et à apprendre à agir dessus. Donc si par exemple on passe 1 heure à traîner sur les réseaux, il faut juste assumer et marquer 1 heure sur les réseaux sociaux, même si on est deg de l'avoir fait. Et après ça, je pense que c'est intéressant dans un premier temps. Moi je sais que je l'ai fait trop longtemps. Et du coup, après, on commence à raisonner par catégorie d'activité. Enfin bon, ça peut avoir un système qui n'est pas super intéressant si c'est trop long. Ouais. Tu rentres une fois que tu as passé le temps. C'est à posteriori, ouais. Il y a d'autres applications, par exemple Toggle, que vous pouvez installer sur l'ordinateur, où en fait vous définissez différentes activités.
Et à chaque fois que vous commencez une activité, vous lancez le chronomètre. Donc là, c'est dans l'autre sens. Vous lancez le chronomètre et vous l'arrêtez quand vous avez terminé. Ça permet de se rendre compte sur quoi on passe le temps, si c'est de la gestion de mail, la gestion d'une autre tâche, etc. Et là où on peut se faire avoir, c'est que si on n'arrête pas le chronomètre, ça continue pendant la nuit. Et du coup, vous pouvez retrouver à faire passer beaucoup trop d'heures. Il ne faut pas se faire avoir. Et après, il y a des outils comme les trackers. Alors là, c'est plus pour se rendre compte, pas forcément de manière temporelle, mais plus en termes d'habitude de vie. Par exemple, on peut avoir l'impression de se définir comme je sais pas, un grand sportif, un grand lecteur, etc. Mais c'est une impression qu'on a. On ne sait pas exactement si on passe vraiment beaucoup de temps à faire ces choses-là. Et ça peut être intéressant en fait de se rendre compte. Est-ce que je lis vraiment toutes les semaines, tous les jours? Combien de temps je fais du sport par semaine? Enfin, de cocher en fait les habitudes qu'on a. Donc, vous pouvez le faire sous format papier ou sous format électronique. Bon, j'ai noté Loops, je sais que c'est une application qui fait ça, mais il y en a plein d'autres, des trackers d'habitude. Et dans un premier temps, ça peut être intéressant juste pour se rendre compte de ses habitudes. Après, ça peut être un outil utilisé à d'autres fins, mais dans un premier temps, c'est intéressant de l'utiliser comme ça. Voilà, donc c'est important d'avoir une définition claire et quantifiable de ce qu'on mesure. Enfin, typiquement, si je dis faire du sport, qu'est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est faire 30 minutes de cardio? Est-ce que c'est en faire que 5 minutes? Lire, c'est quoi? C'est lire 20 pages, c'est lire une demi-heure. Enfin, c'est important de définir clairement ce qu'on entend dans chaque habitude pour pouvoir pas jouer avec soi-même en disant ah ouais c'est bon, j'ai lu une page, ça passe. Donc voilà, donc c'est intéressant vraiment de savoir d'où l'on part parce que ça permet vraiment d'apprendre à se connaître et de mieux agir par la suite sur son temps. Ouais, donc j'ai noté le petit canapé dans les outils. Pourquoi? Parce que je pense déjà apprendre à savoir où on passe son temps, il y a quelque chose d'apaisant, de dédramatisant, parce qu'on se rend compte d'où on passe son temps et on a plus d'emprise du coup dessus aussi. Et là, je vous propose, si vous avez les petites fiches devant vous, de prendre 2-3 minutes pour noter les plus grandes activités de votre vie. Donc, je sais pas, moi, le sommeil, l'alimentation, le travail, ce genre de choses, et d'estimer à peu près combien de temps vous pensez passer par semaine ou par jour. Et il y en a un autre là, sinon. Ouais. Et comme ça, au retour des estivales, vous pourrez chronométrer et comparer entre ce que vous pensiez, comment vous pensiez répartir votre temps et comment est-ce qu'il est effectivement réparti. Vous pouvez prendre 2 minutes pour ça, si vous voulez. Après, c'est pas forcément facile. Vous pouvez faire une estimation, mais du coup, c'est déjà un premier exercice d'essayer de se rendre compte de comment est-ce qu'on répartit son temps. Mais c'est pas évident, hein, ça peut être très approximatif. La proportion, c'est... par exemple, si tu prends à l'échelle de la semaine, ça représente 30% ou 40% de ton temps. Ça, je pense que c'est plus facile à calculer a posteriori, mais ça peut être intéressant de se rendre compte. En fait, dans le même esprit que Save My Time, où tu vois la proportion de temps que tu passes à chaque activité, dans ce sens-là.
Je propose qu'on passe à la suite. Je pourrais terminer après, parce que sinon ça va être short niveau timing. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est intéressant à faire pour vraiment se rendre compte du temps que l'on passe et sur quoi. Et donc, on va passer à la deuxième étape. Donc, une fois qu'on sait où est-ce qu'on passe son temps et qu'on a une vision plus globale et on a plus d'emprise sur ce qu'on fait, on peut se mettre dans l'état d'esprit d'aller à l'essentiel pour économiser son énergie. Donc, comme je prenais dans la définition de l'efficacité, c'est voilà, la capacité à produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts et de moyens. Donc vraiment, ça va être l'idée d'économiser le plus possible son énergie. Donc pour ça, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider. Alors déjà, il y a l'état d'esprit essentialiste. Alors c'est le terme que j'ai repris d'un livre qui parle d'organisation, qui parle d'essentialisme. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qui est le plus important pour soi et de se concentrer sur peu de choses pour aller au bout de ces choses-là. Et en gros, c'est de faire moins, mais mieux. Donc je trouve que ce schéma, il le résume vachement bien. Quand on va dans plein de directions, on va pas très loin dans ce qu'on fait. Mais quand on se focalise sur une chose précisément, on peut beaucoup plus approfondir et aller beaucoup plus en profondeur. Et donc voilà, puisque notre temps et notre énergie est limitée, c'est important de revoir ses priorités, de voir ce à quoi on a vraiment envie de dédier notre énergie. Et donc pour ça, il y a vous connaissez tous la loi de Pareto sans doute, et moi je trouve qu'elle aide beaucoup à comprendre ce principe, là, que 80% du temps, on n'utilise que 20% de ce que l'on possède, ou 80% des résultats sont produits avec seulement 20%. Non, c'est 80% du temps. Donc 20% du temps, on produit 80% des résultats. Voilà. Donc c'est l'idée que on peut, en utilisant bien son énergie, on peut aller beaucoup plus loin et se focaliser sur ce qui est vraiment important. Donc par exemple, ça peut être commencer sa journée en se demandant quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui pour vraiment, je sais pas, me sentir plus épanouie dans ma vie, avancer sur mes projets, etc. Et l'idée, c'est vraiment de considérer ça comme un art de vivre, que ce soit dans ses choix de vie, que ce soit dans ses possessions, dans la rédaction de ses mails, etc. C'est vraiment dire les choses, juste l'essentiel qui a besoin d'être transmis. Ça, on gagne vraiment en espace mental, en espace physique, en espace temporel, enfin bref, c'est... Et du coup, ça peut passer par la définition de priorité. Donc la priorité sur ce sur quoi on veut militer, sur comment, enfin dans sa vie, est-ce qu'on peut se focaliser sur ses études et son travail, sur son travail et son militantisme, ou bien sur sa famille et son militantisme. Enfin bref, définir ce qui est vraiment le plus important pour soi, pour être certain de pouvoir pleinement l'installer dans son temps. Voilà, l'important, voilà, de prioriser, c'est super. C'est, je dirais, le premier état d'esprit à avoir. Alors les 3 petites icônes, du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on est moins stressé quand on va à l'essentiel. C'est que déjà, on se sent pas submergé, on se sent beaucoup plus allégé. Plus de temps libre parce que le superflu prend du temps. Et en l'occurrence, là, on va se focaliser sur ce qui est vraiment juste important. Et on est plus efficace parce qu'on est plus concentré, on n'est pas dispersé par tout un tas d'informations qui ne seraient pas essentielles. Un autre élément de l'état d'esprit à adopter, c'est la pensée SMART. Alors vous connaissez sans doute comment est-ce qu'on établit un objectif, un bon objectif, c'est l'objectif SMART. Donc SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, relevant, donc dans le sens pertinent, et time-bound, donc défini dans le temps. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a envie qu'on doit accomplir une tâche, un objectif, réaliser un projet, c'est vraiment d'avoir cette idée-là de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire précisément. Donc par exemple, ça va être si je dis cette année j'ai envie d'agir pour les animaux, c'est super vague. Alors que si je dis je fais toutes les actions express L214 que je reçois dans les 24 heures le matin à 8 heures par exemple pendant un quart d'heure. Enfin bon, ça va être vraiment de définir précisément ce qu'on entend dans chaque objectif et chaque tâche. Et du coup, je vous propose de formuler un objectif SMART, donc qui comprend les différentes donc normalement, c'est noté dans la fiche, mais c'est vrai que vous ne l'avez pas tous. Donc c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, pertinent et défini dans le temps. Vous pouvez soit l'écrire, soit en proposer oralement, comme vous préférez. Mais on peut du coup analyser ensemble si vous avez un objectif en tête pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il répond à ces critères.
comme vous voulez. Est-ce qu'il y en a un qui veut partager son objectif SMART? Enfin, qu'il a envie de faire ou qu'il n'a pas envie de faire, hein, peu importe, c'est juste sur le, le principe. Vous êtes très secret sur vos objectifs. Par exemple, un truc que je faisais pendant un moment que j'ai arrêté, c'était 1 heure ou 2 heures tous les matins de lire des articles de recherche sur le domaine dans lequel je veux travailler, qui sont super chiants et super compliqués. Et du coup, le moment où j'ai plus de volonté le matin, 1 heure ou 2 heures faire ça, par exemple. Oui, carrément. Bah, c'est vrai que tu as vraiment le time bound, donc le fait de définir dans le temps, le fait que ce soit le matin, du coup, tu sais beaucoup plus le spécifier. C'est des articles chiants, donc ça va, c'est aussi spécifique. Et c'est dans tes objectifs. Oui, ça peut par exemple être, si on veut être encore plus smart, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, ça peut être de 8h à 10h, et avec une liste d'articles déjà prédéfinis, c'est un de ces articles-là. Mais ouais, c'est tout à fait cette idée-là, ouais. Et c'est beaucoup plus... on peut beaucoup mieux l'appréhender que lire des articles. J'aimerais lire des articles, ça paraît vachement vague, et du coup, c'est vrai que cet objectif-là, il sont beaucoup plus atteignables. Et donc, avoir une pensée SMART, c'est intéressant parce qu'on est moins stressé, parce qu'on sait traduire concrètement ce qui est important pour soi, et ça ne va pas nous sembler flou. Si par exemple, je dis je veux faire du sport, et si je dis ok, je fais du sport le lundi, mercredi, vendredi de 7h30 à 8h, bon, c'est déjà vachement plus clair et je sais beaucoup mieux l'appréhender. Et on est aussi plus efficace parce que ça nous semble plus atteignable, du coup on va avoir tendance à moins procrastiner. Donc il y a plus de chances que ça se réalise. Un troisième point que je trouve vraiment super important, c'est l'idée d'aménager son environnement. Il y a une forme d'idée d'architecte de la volonté. En gros, ça va être de supprimer ou d'ajouter des obstacles en fonction des choses qu'on a envie de faire. Donc par exemple, si on a envie de boire plus d'eau, ça va être de mettre une bouteille d'eau sur son bureau. Bon, ça semble simple, mais l'idée, ça va être de guider le plus possible sa journée pour avoir à exercer le moins d'énergie pour effectuer ce qu'on a envie de faire. Donc ça peut se traduire par exemple, donc, si on veut courir le matin, être la veille, préparer ses affaires au pied du lit, préparer tous les éléments pour que quand on se lève, on n'a plus qu'à courir pour le faire. Ou si jamais c'est mettre des obstacles, c'est par exemple vous regardez, je sais pas moi, trop la télé, et ça va être débrancher la télé systématiquement, enlever les piles et le mettre dans un autre tiroir. Du coup, pour regarder la télé, il va falloir faire plein d'étapes, et donc vous allez augmenter le nombre d'obstacles, et vous aurez beaucoup moins de chances de le faire. Et donc ça vaut pour tout l'aménagement de l'environnement en général, que ce soit pour, je sais pas, si vous voulez manger plus équilibré, vous mettez les fruits et les éléments qui vous semblent plus sains, plus accessibles que les chips. Genre les chips, faut les mettre très haut dans le placard, comme ça vous aurez plus de difficultés à les atteindre. Et ça va permettre vraiment de se laisser guider, d'effectuer le moins d'efforts possible pour le garder pour autre chose et avoir le plus de chances de faire ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai noté donc moins stressé, parce qu'on se laisse guider. On n'a pas à exercer notre volonté. On a aussi plus de temps libre, parce qu'on ne va pas perdre son temps à trouver son énergie, on va beaucoup moins procrastiner. Et on va être beaucoup plus efficace parce qu'on va pouvoir enchaîner les choses sans réfléchir. Oui, un autre exemple que je prends à ce moment-là, c'est que je fais une routine le matin, et pour être certaine de la faire et de ne pas avoir à me demander si je le fais ou si je ne le fais pas, j'ai mon enceinte connectée où j'ai juste à lui dire bonjour. Et ça développe tout un programme que j'ai construit, et il va lancer directement une playlist que j'ai créée qui contient, et dont chaque musique contient une activité que j'ai envie de faire. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus dur pour moi de ne pas faire cette routine, parce que j'ai tellement tout qui est guidé pour que je la fasse que je suis quasiment certaine de la faire. Et donc ça me demande pas d'énergie en fait.
Un autre élément, c'est la concentration. On a tendance à être sans arrêt distrait par nos notifications, par si on travaille dans un bureau avec les collègues qui discutent, etc. Et du coup, quand on est distrait, on achève son travail beaucoup moins vite et beaucoup moins bien. Alors que quand on arrive à focaliser toute son attention, on va aller au cœur des choses et on va pouvoir les effectuer beaucoup plus vite, beaucoup mieux et beaucoup plus en profondeur. Donc, je crois que c'était une étude qui disait qu'on mettait 23 minutes à se reconcentrer après une distraction. Et donc, tout ce temps-là, c'est du temps où on est dispersé, on va beaucoup moins au cœur des choses. Et donc, ça va être d'essayer d'aménager pareil son environnement pour être beaucoup moins distrait. Donc, par exemple, c'est couper les notifications de son téléphone. Ou moi, je sais que quand je travaille systématiquement, je mets mon téléphone dans une autre pièce et sans bruit. Comme ça, je suis obligée de ne pas le regarder. Il y a des applications aussi, comme l'application Forest, qui motive à rester concentré. Donc, en fait, on définit un timer, donc par exemple 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, etc. Et pendant ce temps-là, il y a un arbre qui pousse. Et si jamais on regarde notre téléphone et qu'on fait autre chose dessus, ben, l'arbre meurt. Du coup, on n'a pas envie que l'arbre meure. Du coup, on reste concentré. Il y a aussi la technique Pomodoro. Ouais. Pardon. Est-ce que tu peux redonner le nom de l'application, s'il te plaît? Oui, c'est l'application Forest. Et donc, par exemple, la méthode Pomodoro, c'est quand on a du mal à se lancer sur un projet, pour aider à se concentrer, on se dit, je vais lancer un timer de 25 minutes. Et pendant 25 minutes, je fais uniquement ce que j'ai décidé que je ferai. Et je ne suis pas distrait d'ici là et j'aurai 5 minutes de pause avant la prochaine session de 25 minutes. Et donc, pendant ces 25 minutes-là, on coupe toute distraction, on ferme la porte, on ne peut pas nous parler. Enfin bref, on est focalisé sur ce qu'on fait. Et ça aide aussi à se mettre au travail parce qu'on se dit, oh, c'est que 25 minutes. Et après, on est pris dedans et on peut faire plusieurs heures comme ça. Et donc, quand on est concentré, on est beaucoup moins stressé parce qu'on fait une chose à la fois. Donc, on a l'impression de maîtriser ce qu'on fait. Et on va aussi être plus efficace parce qu'on va aller au centre de ce qu'on fait. On le fait beaucoup plus vite, beaucoup mieux. On n'est pas dispersé. Et un dernier point dans l'état d'esprit adopté, c'est de réévaluer, d'être toujours dans une perspective d'amélioration continue, de constater, d'analyser, d'ajuster nos habitudes, savoir si elles sont vraiment intéressantes ou si au contraire on est en train de s'enfermer dans quelque chose qui ne nous apporte pas tant que ça. Et donc c'est par exemple si jamais on s'est dit typiquement je lis le matin de 8h à 10h et qu'en fait on se rend compte que ça nous fait travailler trop tard, du coup ça nous convient pas trop, on peut se dire ok, peut-être que je peux diminuer d'1 heure ou je commence 1 heure plus tôt, de pas s'enfermer dans des processus qui nous conviennent pas en fait. Et moi pour ça ce que j'ai mis en place c'est un bilan de la semaine où tous les dimanches soirs, j'essaie de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé la semaine précédente. Et donc, je vois dans quelle mesure est-ce que j'ai respecté, par exemple, j'ai une valeur animalisme, est-ce que j'ai effectué des actions pour les animaux cette semaine, est-ce que j'ai bien fait du sport comme je le souhaitais, etc. Et donc, du coup, de rétrospectivement regarder sa semaine, regarder ce qui a super bien marché, parce que ça fait du bien aussi de se dire ce qui marche trop bien, et regarder aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne bien. Donc toujours dans l'idée de garder le plus d'énergie possible pour ce qu'on veut vraiment faire et pas la perdre dans des processus qui ne nous conviennent pas. Donc moi j'ai pris un exemple, je sais qu'à un moment je mangeais trop de chocolat, j'avais du mal à réduire ma consommation et donc à la fin de ma semaine je me suis dit ok, bon, comment est-ce que je fais pour réduire ma consommation de chocolat? Je me suis dit je vais limiter à 3 carrés par jour. Et des petits éléments comme ça mais qui permettent en fait de voir venir les choses qui peuvent devenir très problématiques plus tard, de les voir suffisamment tôt pour réajuster la manière dont on s'organise. Et donc oui, ça permet d'être plus efficace parce que on améliore son fonctionnement constamment. Donc ça, c'était pour la partie état d'esprit à adopter. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller à l'essentiel, d'aménager son environnement, de rester concentré sur ce qu'on fait et de réévaluer la manière dont on fonctionne. Et on va passer à préparer et planifier ces tâches, donc plus dans le dur de l'organisation. Bon, dans un premier temps, je commence par l'agenda, parce que je ne pouvais pas ne pas le mentionner, mais parce que pour tout le monde, ce n'est pas forcément évident. Mais l'idée d'avoir vraiment un espace où on note tous les événements
déjà, ça nous permet de nous rendre compte du temps disponible. Et aussi, ça évite de superposer les tâches ou les événements ensemble. Et de se rendre compte visuellement de dans quelle mesure est-ce qu'on peut caler telle et telle activité en fonction de ce qui est déjà prévu initialement. Alors, vous pouvez utiliser l'agenda papier ou numérique, je pense que c'est indépendant, enfin c'est en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Par contre, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un format vertical et avec un détail par heure, parce que les agendas qui sont en long avec une case pour la journée, c'est beaucoup plus difficile de visualiser sa journée. On va noter des éléments, mais on les voit pas temporellement, comment est-ce que se dispatche. Et vous pouvez aussi rétablir des codes couleurs pour visualiser la répartition de vos activités. Si par exemple vous passez, je sais pas moi, 30% sur le militantisme, 70% sur le travail, d'essayer de voir visuellement si ça correspond à ce que vous avez envie de faire en fait, en fonction de vos objectifs, de vos priorités. Et donc avoir un agenda, ça permet d'être moins stressé parce que on sait ce qu'on va faire, on loupe pas d'événements, mais aussi ça permet d'être plus efficace parce qu'on sait de suite si c'est possible d'ajouter un élément ou pas dans son agenda. Et donc on fait les choses dans les temps impartis plus facilement. Avoir une to-do list qui comprend absolument toutes nos tâches, ça permet de se rendre compte de la charge de travail qu'on peut avoir. Et ça peut être intéressant aussi de les répartir entre catégories. Donc catégories soit d'activités, donc ce qui relève du militantisme, du travail, de la vie personnelle, etc. Ou en fonction des espaces où elles peuvent s'effectuer, donc à l'extérieur, sur l'ordinateur ou besoin de pas de musique et pas d'ordinateur. Enfin bon, bref, ça peut être aussi les répartir en fonction d'activités. Et le fait de mettre sans arrêt à jour sa to-do list, ça permet de ne pas avoir de charge de mental, de se dire ok, il faut que je fasse ça, 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 je le ferai peut-être demain, et puis finalement on en oublie une, et puis on a peur de ne pas s'en souvenir, enfin bref. Du coup, avoir une to-do list qui remplit toutes les tâches à effectuer. Après, il y a plusieurs outils pour ça. Ça peut être un carnet, mais du coup ça veut dire qu'il faudrait l'avoir sans arrêt sur soi. Ça peut être une application de notes sur son téléphone. Il y a après des outils qui sont un peu plus évolués et qui permettent par exemple d'automatiser les tâches, de suivre l'évolution, tout ça, comme Asana ou ClickUp. Mais pour une organisation personnelle, c'est peut-être un peu poussé. Après, il y a Notion aussi. Moi, j'utilise Notion pour noter mes tâches. Ça permet d'avoir en plus des espaces de prise de notes. Et donc, oui, on est moins stressé parce que on vide notre charge mentale et ça fait beaucoup de bien. Du coup, je vous propose de passer 2 minutes à noter toutes les tâches que vous devrez faire en rentrant des estivales. Déjà pour vous décharger mentalement de ces éléments-là. Oui, Notion, c'est gratuit comme application, ouais. Je sais pas s'il en reste. Non, il en reste. Je crois pas qu'il en reste. Peut-être s'il y en a, c'est devant, mais je crois pas. Ok, je vous propose de passer à l'étape suivante. Donc l'idée, ça va être, on va pouvoir continuer sous format atelier comme ça, de décomposer ces tâches. Alors il y a une phrase qui est pas du tout végane, qu'on entend souvent en organisation, c'est out an elephant,
piece by piece. Donc, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Morceau par morceau. Donc, c'est pas vegan, mais ça marche. Faut imaginer une tâche à la place. Et donc, souvent, on peut avoir des objectifs qui nous semblent, ou des tâches à effectuer qui nous semblent immenses. Donc, je sais pas, ça peut être, je sais pas, réviser un partiel, écrire une thèse, écrire un article, organiser. Enfin bref, ça peut paraître des choses qui nous font peur et on va souvent procrastiner parce que ça paraît trop gros. Et donc l'idée, ça va être de diviser ces tâches en plein de petites tâches. Et donc par exemple, je sais pas, ça va être la première chose, trouver un titre, trouver mes ressources bibliographiques, chercher les définitions qui me semblent importantes, enfin vraiment décomposer de manière la plus fine possible pour que ça démystifie en fait. Ça va faire beaucoup moins peur d'appréhender, enfin d'effectuer la tâche si elle nous semble, elle va nous sembler beaucoup plus accessible. Et donc on va beaucoup moins procrastiner parce que on va savoir quoi faire immédiatement. Et donc, je vous propose de toutes les tâches que vous avez notées, d'essayer de les diviser en plus petites tâches. Mais même si c'est des trucs ridicules, genre je sais pas si c'est faire du sport, ça va être créer une playlist de sport, je sais pas moi, mettre à l'écart dans son placard les vêtements de sport, préparer les chaussures. Enfin, l'idée, ça va vraiment être que ça nous semble très très accessible. Donc, je vous propose de prendre 1 ou 2 minutes pour ça aussi. Voilà, vous voyez l'idée, vous pourrez compléter par la suite. Et moi, il y a une phrase qui me parle bien pour cette partie-là, c'est ce qui nous sépare de notre but, ce ne sont pas des obstacles, mais un moyen clair d'atteindre un objectif mineur. Et ça, je pense que, souvent, on va procrastiner parce que justement, on ne sait juste pas comment appréhender la tâche qu'on a besoin de faire. Donc, ça aide beaucoup de passer par ces étapes-là. Et enfin, il y a trois étapes après l'idée d'avoir tout noté et décomposé ces tâches. Ça va être de minuter, prioriser et planifier. Donc, d'abord minuter dans le sens où déterminer avoir une estimation de la durée qu'on pense devoir attribuer pour effectuer la tâche. Et rien que l'idée de réfléchir à ça, ça nous permet déjà de beaucoup mieux l'appréhender, donc se préparer déjà psychologiquement à l'effectuer, mais aussi de déterminer, dans la troisième étape, où est-ce qu'on va pouvoir la caser. C'est-à-dire ça sert à rien de se dire qu'on a 1 heure entre 2 activités et on va mettre une tâche qui dure 2 heures. Enfin, ça permet de mieux appréhender son temps comme ça et de mieux comprendre la tâche. Donc d'abord, dans la minuter toutes les tâches que l'on a effectuées, les prioriser. Donc il y a plusieurs manières de prioriser ces tâches. Il y a la matrice d'Eisenhower qui propose de les trier selon l'urgence et l'importance. Ça peut être aussi de faire une forme de tamis en fonction des valeurs et des priorités de notre vie. Donc si par exemple on a dit que nos priorités c'était le militantisme et notre famille, je sais pas, ça va être regarder toutes nos tâches et prioriser en fonction de celles qui correspondent à nos valeurs de vie. Ou ça peut être aussi de faire le pire en premier. Si par exemple le plus dur, on a envie de l'effectuer en premier dans sa journée pour en être débarrassé, ça peut être une manière de prioriser ses tâches aussi. Et donc ça peut être aussi l'occasion d'éliminer toutes les tâches qui sont pas essentielles. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on pense qu'il faut qu'on fasse et finalement peut-être que si on le fait pas ou si on fait qu'à moitié, mais ça suffit amplement. Une fois qu'on a minuté et priorisé, on peut planifier, c'est-à-dire caler le moment dans notre agenda où on va effectuer la tâche prévue. Et en fait, le fait de la planifier, ça va vraiment permettre de se laisser guider. Donc quand on parle d'aménager son environnement, c'est que quand on démarre notre journée, on n'a pas à se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse et à se motiver à faire les tâches qu'on a besoin de faire. On sait déjà quand est-ce qu'on va les faire.
Et du coup, on a déjà beaucoup moins de charge mentale parce qu'on ne se dit pas « Ah mince, je vais être en retard, il va falloir que je le fasse, etc. » On sait quand ça va être effectué. On va aussi avoir plus de temps libre parce qu'on sait clairement quand est-ce qu'on va pouvoir se reposer, parce que on sait exactement quand est-ce qu'on va faire les choses qui sont importantes. Du coup, une fois que tout ça s'est casé, on peut définir clairement des plages de temps libre. Et oui, ça permet d'être plus efficace aussi dans le sens où on va faire les choses à temps, puisque en fonction de leur deadline ou de leur importance, on sait qu'on va les mettre dans notre agenda à un moment où ça correspond bien. Après, c'est important toujours de faire des zones tampons entre deux activités parce qu'il y a toujours des imprévus, une tâche qui dure plus longtemps que prévu ou quelqu'un qu'on croise avec qui on discute, enfin bref. Du coup, c'est important d'avoir des zones tampons pour pas caler ces tâches les suites à la une des autres. Et aussi de prendre des pauses parce qu'au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité va décroître. Donc avoir des pauses clairement définies aussi dans son agenda, c'est important. Et donc planifier, la partie 1 de apprendre à savoir comment est-ce qu'on fonctionne, elle est super importante parce que du coup on va pouvoir planifier en fonction de ça. Si c'est par exemple des activités qui demandent plus de créativité, en fonction de là où on se sent le plus créatif, on peut planifier ces tâches à ce moment-là. Ça peut être par exemple en fin de soirée, si ça nous correspond le mieux. Si c'est une tâche qui demande plus de concentration, plus de rigueur, la planifier plutôt le matin. Enfin voilà, en fonction de comment est-ce qu'on fonctionne, de nos priorités et du temps estimé de la tâche, on va pouvoir le placer dans l'agenda. Sachant que j'ai dit en minuté, c'est important de prendre un peu plus large que ce qu'on pense, parce que souvent on sous-évalue le temps qu'on va faire pour une tâche, qu'on va prendre pour une tâche. Et du coup, je vous propose les tâches que vous avez notées et décomposées, de prendre le temps d'évaluer à peu près combien de temps est-ce que vous pensez que vous devriez y mettre, et de leur donner un ordre de priorité, donc soit par A, B, C ou 1, 2, 3, enfin bref, ou mettre une étoile sur celles qui vous semblent les plus prioritaires. On peut passer à l'étape suivante. Donc maintenant que vous avez toutes vos tâches, vous avez décomposé, priorisé, minuté, etc. Vous pouvez aussi choisir de mettre en place des routines sur les éléments que vous avez envie d'effectuer tous les jours ou toutes les semaines de manière très récurrente, sans avoir à épuiser votre énergie. C'est-à-dire qu'une routine, ça va permettre de faire ce que vous voulez faire, mais de le créer sous forme d'habitude, ce qui fait que ça vous demandera plus d'énergie pour l'effectuer, mais ça deviendra juste une habitude, ça vous demandera plus d'énergie. Donc ça peut être... Alors, il y a le concept de fatigue décisionnelle qui visiblement peut être contesté, mais j'ai pas creusé encore. Mais en tout cas, ce que j'avais lu sur la fatigue décisionnelle, c'était que plus le temps passe et plus notre capacité de discernement diminue. C'est-à-dire, je crois que c'était une expérience qui avait été effectuée sur des juges où les jugements étaient beaucoup plus favorables le matin ou après le repas, mais qu'au fur et à mesure de la matinée ou de l'après-midi, à force de prendre des décisions de jugement, les sentences étaient de plus en plus lourdes, indépendamment du cas de la personne. Et donc l'idée, ça va vraiment être de réserver les choix, notre énergie décisionnelle, au moment où c'est nécessaire et intéressant. Et donc en attendant, s'il y a des choses qu'on sait qu'on veut faire tous les jours, ça sert à rien de dépenser de l'énergie à se motiver à les effectuer si on sait qu'on va les faire, qu'on veut les faire de toute façon.
Et donc voilà, l'idée c'est d'enregistrer un comportement pour essayer de ne pas avoir à mobiliser sa volonté. Et donc il n'y a pas à se demander est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, juste vous le faites. Et donc mettre en place des routines, ça permet d'être moins stressé parce qu'on se laisse guider et on sait qu'on va faire ce qui est important pour nous. Et on va être aussi plus efficace parce qu'on va avoir moins d'efforts à mobiliser pour le faire, donc on va moins procrastiner. Donc ça peut être par exemple le matin, vous avez envie avant de commencer votre journée, vous étirer, lire un peu et avoir un petit déj équilibré, par exemple, je sais pas. Et donc vous allez pouvoir vous dire que tous les matins, vous réveillez, je sais pas moi, à 7h, de 7h à 7h10, vous faites des étirements, de 7h10 à 7h30, vous lisez, et de 7h30 à 7h45, 50, vous petit déjeunez. Et ça, vous l'allez faire tous les matins dans le même ordre. Et ça permet d'être certain que vous allez faire ce qui est important pour vous, c'est-à-dire vous allez lire, vous allez vous étirer, etc. Mais vous n'aurez pas à dépenser de l'énergie pour l'effectuer, ou du moins beaucoup moins. Bon, on pourrait en parler longtemps des routines, mais au début c'est difficile à mettre en place parce que ça demande de l'énergie, mais au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de moins en moins dur. On a pris l'exemple aux estivales avec l'équipe qui part au sport le matin. Le premier jour, c'est difficile de se réveiller à 8h pour le faire. Puis au bout de 10 jours, on ne se pose même plus la question. On sait qu'à 8h, il faut être au sport. Donc ça permet d'économiser de l'énergie. Dans le format routine, il y a aussi le principe qui peut être appliqué de time boxing, c'est-à-dire c'est typiquement ce dont parlait Jim tout à l'heure, c'est de réserver des espaces de temps à une activité. Donc par exemple, on peut se dire tous les lundis de 7h à 10h, ça tarde un peu, de 8h à 10h, je traite mon administratif. Et je ne me pose pas la question, tous les lundis, c'est comme ça. Et du coup, de bloquer des plages de temps dans son agenda, dans son temps, pour effectuer des activités qu'on est certain de faire. Donc ça peut être aussi de vouloir faire. Par exemple, ça peut être tous les jours de 17h à 19h, je travaille sur mon projet. De bloquer des plages de temps comme ça. Ça permet aussi de ne pas avoir dépensé d'énergie pour le planifier. Et pour s'aider à appliquer une routine, on peut utiliser l'outil du tracker, donc celui que j'ai présenté dans un premier temps, en partie mesurée. Donc ça va être de suivre par une application ou sous format papier, se motiver en fait à tous les jours effectuer une même tâche. Donc par exemple, vous avez le planning du mois et vous pouvez effectuer une croix à chaque fois que vous avez lu 30 minutes. Et rien que le fait de cocher la croix, vous n'allez pas avoir envie que la chaîne se brise. Et rien que ça, en fait, c'est bête, mais c'est une motivation pour l'effectuer. Et donc ça peut vous permettre aussi de vous rendre compte que vous arrivez à appliquer votre habitude, ou au contraire, lors de votre bilan de la semaine ou quand vous réévaluez, ça fait 2 semaines que j'ai du mal à mettre en place telle habitude, c'est peut-être qu'il y a un élément dans mon environnement qui me bloque, qui me freine, comment est-ce que je peux le modifier, etc. Donc ça, c'était les différents éléments qui peuvent aider à préparer, à planifier et effectuer ces tâches. Donc voilà, à retenir donc l'essentiel de ce que je voulais vous partager, c'était que c'est important de commencer par mesurer où est-ce que va son temps, puis se mettre dans une dynamique d'aller à l'essentiel pour économiser son énergie, donc en définissant des tâches et des objectifs très clairs, très mesurables, en aménageant son environnement, en étant concentré sur ces tâches, en réévaluant constamment son fonctionnement pour être certain qu'il nous correspond toujours, et d'avoir un agenda où on note toutes ces tâches ou une to-do list où on donc planifier, minuter et prioriser, décomposer ces tâches en plus petites tâches et mettre en place des routines si ça peut nous permettre d'économiser notre énergie. Ah oui, un exemple que j'ai pas pris, c'est typiquement se laver les dents. Normalement, ça vous coûte plus de vous laver les dents aujourd'hui. Enfin, vous dites pas, oh mince, il faut encore que je me lave les dents, parce que c'est devenu une habitude. Et ça peut être le cas pour plein d'autres choses qu'on a envie de faire. Et donc, si jamais vous avez envie d'approfondir ces éléments-là, j'ai noté quelques livres qui m'ont pas mal parlé et pas mal aidé à m'organiser et à améliorer mon fonctionnement. Donc voilà, si ça vous intéresse. C'est bon.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rappelle que c'est pas enregistré, hein, donc c'est pas diffusé. Bonjour, merci. J'ai une question sur la concentration. Comment est-ce que tu fais pour fermer la porte sur Internet quand tu dois faire des choses qui sont en rapport avec Internet? Et là, c'est un peu open bar, quoi. Oui, mais il y a il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a des applications de bureau qui permettent d'interdire l'accès à certains sites pendant un temps défini. Alors, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit comme ça, mais je sais qu'il en existe. Enfin, si tu cherches application de blocage de site, ça peut aider. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que j'ai un navigateur pour mon espace personnel et un navigateur pour le travail. Et ça m'aide pas mal aussi parce que dans mon navigateur pour le travail, déjà, j'ai même pas connecté ma boîte mail perso. J'ai tous mes favoris, c'est pour le travail. Du coup, je suis beaucoup moins tentée. Et du coup, sur mon navigateur personnel, c'est plus libre. Et ça, je pense que ça aide aussi à cloisonner. Ouais. C'est des éléments-là qui me viennent. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour ma part, j'aurais aimé parler d'un logiciel qui a changé ma vie, si jamais c'est possible, en 2 minutes éventuellement. Oui, vas-y, bien sûr. Merci. J'aimerais parler donc de Joplin, qui est un logiciel en open source et qui permet de se créer son Wikipédia perso. Le truc, c'est que, par exemple, pour ma part, je fais beaucoup de recherches autour de l'animalisme et je peux me retrouver avec des pages et des pages, parfois plusieurs centaines de pages de notes sur une thématique précise. Et donc, je peux perdre un temps colossal à retrouver ce que j'ai noté à l'intérieur de mon propre système de notation, ce qui est un peu triste. Et parfois, je me rends compte en revenant dedans que « Ah tiens, mais j'avais noté ça et je l'avais complètement oublié ». Et en fait, avec Joplin, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer une note pour chaque idée et on va pouvoir y associer une étiquette, un tag. Ce qui fait que si jamais on a 2000 notes dans son logiciel, si jamais je veux retrouver tout ce que j'ai sur l'expérimentation animale, par exemple, je vais juste taper expérimentation animale et ça va me retrouver absolument tout ce que j'ai auquel j'ai mis cette étiquette. Si jamais je veux retrouver quelque chose qui parle spécifiquement, je ne sais pas, de Willy Schrein, le président des chasseurs, c'est pareil, j'ai juste tapé ça et j'ai tous les articles qui vont tomber les uns après les autres et ça me permet de prendre des notes très précises, très spécifiques et de les retrouver instantanément. Et voilà, je trouve cet outil absolument incroyable, j'avais envie de le partager. S'il y a des gens qui veulent en parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Joplin, Joplin. Merci pour ton partage. Ouais. Merci, c'était trop chouette. Je voulais juste aussi partager 2 ressources, parce que tu as beaucoup axé sur l'organisation. Mais souvent, quand on a des problèmes d'organisation, ça peut découler de problèmes ou dysfonctionnements qui sont psychologiques, qui font qu'on n'arrive pas à s'organiser. Par exemple, la procrastination, ça peut venir de l'anxiété ou ce genre de choses. Donc, je voulais partager la chaîne de Vlanx qui vulgarise de façon très courte et très claire des petits ouvrages de psychologie comme ça et qui en tire des conséquences pour arriver à mieux s'organiser. Donc, Vlanx sur YouTube. Et ensuite, un principe qui a pas mal changé ma vie, qui est issu du livre de Mark Manson qui s'appelle L'art de s'en foutre, qui est un livre vraiment génial pour tous les gens qui sont un petit peu anxieux. Ou voilà. Et il explique en fait que la plupart des gens font l'erreur d'attendre d'être motivés pour faire une tâche et ensuite de l'effectuer. Et donc, il dit ceci, il dit « Les gens ne se mettent pour la plupart en action que s'ils ressentent une certaine motivation. Et ils ne ressentent de la motivation que s'il leur vient une inspiration émotionnelle suffisante. Ils partent ainsi du principe que les étapes successives se déroulent dans une sorte de réaction de chaîne du style inspiration émotionnelle, motivation, action. Mais avec un tel schéma, si tu souhaites accomplir quelque chose mais que tu ne sens pas motivé ni inspiré, c'est foutu d'avance, il n'y a rien à faire et il n'y a plus qu'à espérer un épisode émotionnel, mais tu peux rien contrôler. Et donc en fait, le principe qui en tire, c'est que l'action doit précéder la motivation et c'est la motivation qui crée l'action et non l'inverse, contrairement à ce qu'on croit réellement. Voilà. Oui, carrément, ça c'est pour ça toute la partie sur aller à l'essentiel, donc aménager son environnement, créer des routines, etc. Vraiment, le but c'est de pas avoir exercé donc sa volonté, sa motivation, parce qu'effectivement, si on attend que la motivation vienne un jour, c'est super coûteux et puis
Il y a quelque chose de très culpabilisateur aussi. Si on attend à être motivé, tu te dis mais moi je suis pas motivé, comment je fais tout ça. Alors que si jamais tu mets en place des routines où tu fixes dans ton agenda, tu te demandes pas si tu es motivé ou si tu n'es pas motivé, juste tu le fais et tu es sûr de le faire et tu culpabilises beaucoup moins, ouais, carrément. Eh ben, merci également. J'adore ce que tu fais. Je pense que je suis ton plus grand fan. Je pense que tout le monde devrait regarder cette. Oui, ton plus grand, Rosa. Tu passes après. Je pense que tout le monde devrait assister à ça, en tout cas dans les milieux militants. Je pense que c'est un aspect qui est extrêmement négligé. Du coup, malgré tous ces compliments, j'ai quand même une question. J'ai un peu peur que tu me dises non, j'en sais rien. Est-ce que tu connaîtrais une application qui permet de faire un diagramme de toutes les tâches qu'on a à faire, puis de les déplacer dans un agenda qui chronométrait automatiquement le temps qu'on y passe? Non. Non, j'en ai pas. Après, t'as des choses qui peuvent t'aider. Ouais, je pense non. J'en ai des voir différentes. Après, moi, il y a un outil que j'ai découvert fraîchement, qui est pas tout à fait ça, mais qui aide un peu. C'est Notion. En fait, tu as un espace de prise de notes. En fait, tu peux changer. Ils appellent ça changer la vue du. Et ce qui fait que tu peux avoir un Kanban, donc le à faire, en cours, terminé, et tu peux transformer ça en timeline où tu le déplaces dans le temps et avoir ces mêmes informations aussi sous forme de calendrier. Et du coup, avoir les informations sous différents formats que possible, ça peut peut-être ressembler un peu à ça, mais c'est pas automatique du tout. Mais ce serait trop bien de développer ça. Ah ouais, tu peux faire ça. Non, je disais, dans ClickUp, tu as ce système de vue et le tracker qui est directement intégré dedans. J'ai pas testé le tracker, mais il a l'air pas trop mal. Et après, dans ClickUp et dans Asana, ils te disent combien de tâches tu as effectuées dans la journée et la moyenne sur la semaine. Enfin bref, tu as des espèces de petites... Enfin, je sais pas dans quelle mesure ça aide vraiment. Ça peut t'aider à se motiver, en tout cas. Mais ouais. Si quelqu'un veut développer ce logiciel, ça m'intéresse aussi. Merci beaucoup pour ta présentation. Je trouvais ça hyper intéressant parce que moi j'ai des énormes problèmes d'organisation et pourtant j'ai un travail qui nécessite énormément de coordination, énormément de tâches répétitives, beaucoup de planification et c'est vrai qu'on est très souvent en fait dans une spirale un petit peu d'anxiété, de culpabilité quand on n'arrive pas justement à s'organiser. Donc moi, c'est vrai qu'après, je suis beaucoup revenue des outils numériques en fait pour vraiment me faire un agenda papier que j'ai moi-même créé avec mes systèmes d'organisation. Et personnellement, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Mais après, moi, je suis arrivée un tout petit peu en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé ou quoi, mais moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir une motivation extérieure, mais de quelqu'un. Donc moi j'ai la chance d'avoir à demeure quelqu'un d'hyper organisé qui motive très très bien, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Non, je veux pas faire de prosélytisme ou quoi, mais c'est vrai que sur le projet Méduse quand même. J'étais certaine qu'il allait forcément y avoir une mention du projet Méduse. Ça aurait pu être Orlando, mais ça n'a pas été lui. J'ai hésité, je pensais qu'il allait en parler, mais c'est vrai qu'après, mais c'est des choses qui peuvent s'organiser entre amis, qui peuvent se faire de manière beaucoup plus informelle, où il y a justement des espaces, notamment je pense à l'Archipel, où c'est des gens qui se retrouvent en fait pour travailler et qui établissent une liste en fait de choses à faire pendant ce temps ou même enfin voilà, donc en amont sur le mois comme on veut, on y vient quand on veut et c'est vrai que c'est un espace de concentration que moi j'ai pas mal exploité notamment pendant le confinement parce que c'était très compliqué en termes de motivation. Et donc voilà, donc c'était juste pour mentionner ça, mais ça peut exister d'une autre manière évidemment, mais là c'est vrai que c'est quand même bien formalisé, donc c'est quelque chose que je trouve assez facile à prendre en main et c'est assez simple en fait. Bon, ça nécessite quand même de la motivation parce qu'il faut aller sur le Discord et puis il faut se dire tiens je vais aller sur l'Archipel, donc faut que ce soit aussi un peu automatisé, mais je pense que c'est assez facile à faire. Et voilà, parce que moi je trouve que mes ressources intrinsèques même en se disant il faut que je le fasse, des fois ça marche pas et je me retrouve à regarder mon ordinateur pendant 2 heures et pourtant en fait je suis un petit peu payée
pour travailler. Donc si je le fais pas, ça devient assez vite problématique en fait. Et donc c'est vrai que je me rends compte, et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir se rendre compte de ses faiblesses de ce côté-là pour arriver à compenser aussi d'une autre manière quand les outils à disposition dont on doit s'emparer seul sont pas suffisants en fait pour avoir ça. Je trouve que cette aide extérieure, cette motivation externe, elle peut être vraiment très bénéfique. Voilà. Ouais. J'avais lu alors ça remonte un peu, peut-être que je ne vais pas m'en souvenir très bien, un article sur les différents profils motivationnels. Et il y a des personnes qui ont juste besoin de se noter dans son agenda qu'elles doivent le faire et elles le font. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être une motivation un peu plus sociale, besoin de s'entraîner en groupe à le faire. Et je crois que la troisième forme de profil, c'était plutôt quelqu'un qui a besoin de se définir. Alors, comment le formuler ? Il a besoin de se définir comme sportif pour faire du sport, mais ça passe par la définition de soi. Donc il y aurait plusieurs profils. Alors, après, ça date un peu cet article, je me souviens plus trop. Mais oui, ça fait partie de apprendre à voir comment est-ce qu'on fonctionne pour vraiment s'aider. Si on sait qu'on n'arrive pas à travailler seul, faut se retrouver avec des amis à la bibliothèque ou ailleurs et se caler des sessions comme ça. Effectivement, c'est important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne pour l'adapter là-dessus et pas s'enfermer dans un processus où ça ne nous correspond pas et on se sent coupable parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a à faire. Ouais. C'était super intéressant. Par contre, il est 11h02, donc pour des raisons techniques, il faut qu'on quitte la salle, mais on peut continuer pendant la pause dehors. Donc encore merci à Juliette.